Je suis né début janvier 1911. J'habitais rue Justin-Lipes, entre la rue Bayard et la rue de la Loi. Mon père était maître orfèvre. J'ai, comme dans toutes les familles nombreuses, passé ma vie en pension. En 1931, je suis parti en mer sur un navire qui faisait du cabotage, qui partait en Chine, en Amérique. Je suis parti par le canal de Suez et revenu par le canal de Panama. Je me suis inscrit aux cours coloniaux pour partir en Afrique. Ces cours coloniaux ont duré 6 mois. Et puis, j'ai presque dû attendre 2 ans avant de pouvoir partir en Afrique, parce que c'était la crise économique. Les cours coloniaux consistaient à nous expliquer la manière dont nous allions rentrer en contact avec les Noirs du Congo. Il y avait d'abord des cours de droit colonial, donc qui nous expliquaient les punitions éventuelles qu'on encourait lorsque on frappait un Noir ou on l'obligeait à travailler d'une manière qui n'était pas normale, etc. Donc on nous mettait en garde contre les exactions possibles qui pourraient se passer dans notre séjour seul en brousse. Puis, il y avait les cours de langue. Les cours de langue, il y avait les 3 langues véhiculaires qui étaient le Kiswahili, le Lingala et le Kinyarwanda. Lors des examens, nous devions répondre et parler soit en Kiswahili, soit en Lingala lors des interrogatoires. C'était ça les cours coloniaux, donc. Ils étaient assez ardus. Ils me racontaient la vie avec les boys, comment le boy vous faisait manger, comment le voyage se faisait soit à pied, soit en tipoy, quelles étaient les étapes, comment on devait préparer le pain, par exemple. Arrivé dans un village, le boy faisait un trou dans une termitière, enfournait du charbon de bois et puis faisait cuire le pain quand nous arrivions au village, donc pour les itinérants. Évidemment, on ne parlait pas à l'époque des habitants des villes, parce que il n'y en avait pratiquement pas. Quand nous sommes arrivés en 1936 à Léopoldville, par exemple, c'était le calme. On s'est cru qu'il n'y avait personne en ville. Donc, on ne voyait que de temps en temps une voiture, et encore, c'était des voitures officielles qui parlaient, ou des cyclistes, policiers, etc. Donc, la vie était excessivement calme. Congo, Congo, Congo ya biso. Congo, Congo, Congo ya biso. Tango yo bande koya kimpwanza. Nous n'avions aucun contact avec les Noirs. Le premier contact que nous avons eu, c'est quand nous arrivons sur le bateau, au fleuve, où sur le bateau, il y a les cabines pour les Européens, et en bas, il y a pas de cabine, mais il y a un espace sous le plancher du bateau où les Noirs dormaient et faisaient leur cuisine, donc, à bord du bateau. Nous avons bifurqué sur le fleuve Obangui jusqu'à Guémena. Et à Guémena, l'administrateur du territoire nous désignait pour un poste en brousse. Mais avant d'arriver à ce poste, il m'avait envoyé, moi, à 15 kilomètres,
chez un confrère qui est déjà installé là, au travail, pour obliger les Noirs à faire des cultures cotonnières. Et c'était mon premier contact avec les Noirs. Je suis parti à mon poste, un poste détaché qui était à Guéménat, où journellement j'étais obligé, à pied ou en tipoille, d'aller de village en village, expliquer aux Noirs comment ils devaient planter du coton. J'ai, à ce moment-là, fait une vingtaine d'années au Congo, en qualité d'agronome du gouvernement. Notre travail pour les agronomes consistait principalement, dans les régions minières, d'obliger les indigènes à faire des cultures vivrières pour ravitailler les travailleurs des mines. Congo, Congo, Congo ya biso. Congo, Congo, Congo ya biso. Tango yo bande ko ya kimpwanza. Nzambe apesi biso tolala te. Bendela ya Congo, etelemi lelo wana lolendo. Bendela ya Congo, etelemi lelo wana lolendo. Toko sala biso banso, mokili enene na makasi na lozito. Toko sala biso banso, mokili enene na makasi na lozito. La difficulté du séjour en brousse, c'est toujours d'en avoir personne à qui parler. Ça, c'est très dur. Heureusement, de temps en temps, nous partions spécialement, on choisissait cet itinéraire pour aller aux missions. Parce qu'aux missions, là, on pouvait de nouveau se retrouver dans l'atmosphère européenne. J'avais ma petite lampe tempête. J'essayais de dormir le plus vite possible. Il n'y avait pas de radio. Pas de TV, ça n'existait pas. Je relisais les lettres de ma mère. Je relisais un roman ou deux que j'avais, mais enfin, la difficulté, c'était de le porter, de le transporter. Non. Mon occupation c'était le plus possible la chasse. Ou parler alors avec les chefs là, tout ça. Leur demander, leur expliquer qu'il y avait des robinets en Europe où l'eau coulait. Qu'on ne devait pas aller à la rivière chercher de l'eau. Ça, ils ne savaient pas comprendre. Ouais. L'eau que nous buvions, ils allaient la chercher à la rivière, où les femmes étaient occupées de se laver et de rouir leur manioc, parce que pour manger le manioc, la carotte de manioc, il fallait la tremper dans l'eau et la laisser rouir, pourrir dans l'eau, etc. Et c'était cette eau-là qu'on nous emportait pour boire. Donc, c'était du thé. Et c'est ça que nous attrapions régulièrement des dysenteries. On avait bien inventé des filtres, mais il fallait pomper. Et en brousse, finalement, c'était impossible.
Alors on faisait plus ou moins bouillir l'eau, mais en plus de ça, le boy, il fabriquait le pain. On avait de la farine, le boy, il se nettoyait les mains avec la farine. Mais enfin, comme c'était cuit, au lever du soleil, je me lève. La première chose que le boy fait, c'est de m'apporter mon thé. C'est le plus facile, c'est la tasse de thé, donc, avec le pain qu'il a fait, donc. Et le pain, pour faire le pain, il fait un trou dans une termitière. Les termitières, ce sont des monceaux d'1 mètre ou 2 mètres ou 3 mètres de hauteur, de terre rouge qui sont emportées par la termite. Ils font un trou dedans et ils ont fait chauffer du bois qu'ils allument à l'intérieur, donc de ce qu'ils appellent le macala qui reste. Et quand le four est bien chaud, ils prennent le pain et ils le mettent dedans. Mais tout le long de la route, parce que le boy, il fait le pain le matin, pendant que je déjeune. Il fait le pain pour le lendemain. Et nous partons. Et pendant le trajet, mon père, qui l'a pétri, est sur sa tête avec un essuie-main. Et il monte. Et quand il arrive à l'étape, il a déjà demandé au chef maille, coule, le bois, l'eau, etc. Il met déjà le pain qui est cuit donc pour le lendemain dans le four. Tout ça est bien organisé. Et le chef arrive alors avec une poule, qu'à l'époque, elle coûtait 2 francs. 2 francs à l'époque, attention. Hein. Chez un colon noir, chez un colon blanc, le travailleur touchait 1 franc par jour. Ce qui a fait hurler, évidemment, les Européens ici. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'avec 1 franc par jour, le noir, il vivait largement. Hein. Il pouvait acheter sa chicoire, la chicoire coûtait 15 centimes, 10 ou 15 centimes. La chicoire, c'était le manioc qui avait été roué, hein, et qui était devenu en pâte. Et il tournait ça dans des feuilles et il lignaturait ça. C'était une chicoire, ça coûtait 10 cents tout ça. Les premiers Africains, femmes africaines qui n'avaient jamais vu de blanc, c'était à Uvira. Nous étions montés à Uvira, à 3000 mètres, et chez les Banyamulenge. C'était une ethnie de Banyarwanda, qui venait du Rwanda, et qui était remontée jusque là-bas, avec leur bétail. Et un jour, je suis arrivé avec ma femme et ma fille. Et toutes les femmes se sont précipitées, elles n'avaient jamais vu de blanc, hein, là-bas dans la montagne, et surtout ma fille, etc. Et alors, hein, il a fallu que ma femme déshabille la gamine, etc. Pour eux, ça m'a fort intéressé, parce que je me rendais compte ce que ça pouvait avoir d'impact chez les Noirs de voir un blanc pour la première fois. Donc. Africa,